France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 en ce lundi 17 octobre. Merci d'être avec nous, c'est le Grand Forum avec jusque 18h30 bien sûr votre émission. Dans la dernière partie, nous parlerons de sport avec cette bonne nouvelle ou pas d'ailleurs pour les supporters marseillais, puisque vous le savez, le club a été officiellement racheté par un Américain aujourd'hui qui reprend et qui va essayer à coups de millions de refaire cette équipe. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Ralph Bécheny. Nous parlerons du clin d'œil d'Amar et de l'éphéméride de ce 17 octobre, quelques événements évidemment, et la télé, les programmes pour ce soir. Et on terminera cette émission par un coup de cœur, une chanson écrite, un texte écrit par Medine, le rappeur du Havre, qui d'ailleurs sera notre invité demain, mais pour une toute autre chose. Medine qui a écrit un texte donc sur le 17 octobre 1961, donc en fin d'émission. Monsieur Yasser Louati qui est de retour. Comment ça va, Yasser? Bien et toi, Christophe? Bah écoute, ravi de te revoir. Oui, de même. Bon, alors Yasser Louati qui sera accompagné de Ousmane Timéra qui a un petit peu de retard, hein, il va pas tarder à arriver. Yasser Louati, le j'aime ou j'aime pas tout à l'heure, le coup de cœur de ces messieurs à retrouver aussi tout à l'heure. Et puis on parlera aussi de la vie tranchée. Alors tiens, la vie tranchée de Yasser Louati, on va parler de quoi? La guerre qui est la mère de tous les cancers. Et j'expliquerai pourquoi est-ce qu'on a besoin en France d'un front anti-guerre. La mère de tous les cancers, donc. Réponse tout à l'heure. Dans l'actualité aujourd'hui, nous parlerons des terroristes qui sont sous le feu de l'armée irakienne, de la coalition internationale des forces kurdes de la Turquie. Objectif, Mossoul, ville où plus d'1 million de civils sont pris au piège et donc en danger. Nous y reviendrons donc tout à l'heure sur France Maghreb 2. Nous parlerons évidemment en premier lieu, mon cher Yasser, car nous sommes le 17 octobre du 17 octobre 1961. Des Algériens, des Maghrébins furent tués à Paris sous les ordres d'un certain Maurice Papon, à l'époque préfet. Noyade dans la Seine, les chiffres varient. Jusque 300 morts, c'est ce que le chiffre qui revient selon certains observateurs. Les événements du 17 octobre 61, manifestation qui se devait être pacifique et qui s'est transformée en une boucherie dans les rues de Paris. Nous y reviendrons et nous serons d'ailleurs en direct avec un membre de la team du Grand Forum, Hakim Al, qui sera en direct du Pont Saint-Michel où aura lieu cette cérémonie, annuelle pour commémorer ce triste anniversaire. Nous parlerons aussi, Yasser, et tu es bien placé pour en parler, de cette interdiction. J'ai bien parlé d'interdiction à l'université d'Evry, qui devait se tenir un dialogue, une conférence autour de la violence policière. Il se trouve que donc cette manifestation, cette conférence a été interdite. Yasser, tu nous éclaireras un petit peu sur cette interdiction, ce qui ne remet pas en cause évidemment les différentes violences qui ont eu lieu ces derniers jours concernant les policiers. Je parle notamment de ce qui s'est passé à Viry-Châtillon, mais aussi ce week-end à Mantes-la-Jolie. Voilà pour ce qui est de ce sommaire, ma foi bien garni. On va commencer comme d'accoutumé par le zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur Internet. Et on commence avec Nadine Morano qui a tenté de s'interposer pour empêcher Rachid Nekaz, cet homme d'affaires algérien qui, vous le savez, paie les amendes des femmes qui sont verbalisées suite à un port de niqab en France ou Burkini d'ailleurs. Nadine Morano est venue donc pour empêcher Rachid Nekaz de payer l'amende. Madame la ministre, j'ai le droit de vous saluer. Non, vous pouvez le saluer, mais je ne vous serre pas la main. Vous utilisez une faille de cette loi, puisque vous avez le droit de payer une amende. Merci. Vous utilisez une faille de cette loi pour inciter à violer la loi française qui interdit de porter le voile intégral. Je ne fais qu'appliquer la loi. Ces personnes reçoivent une amende, je ne fais que les la payer payer à leur place. Absolument. Mais vous déposerez plainte, ça m'est totalement égal. La France, elle est en crise, elle ne veut pas ce genre qui de l'islam. Ne me touchez pas. Vous ne me touchez pas. S'il vous plaît. Vous savez que j'ai une humilité parlementaire. Voilà. Vous avez fait les images, tout ce qu'il faut. Bravo la police française. Le show assuré par Nadine Morano, évidemment, comme à chaque fois. Hier soir, en prime time, était diffusé un documentaire de Laurent Delahousse sur France 2 consacré à Jacques Chirac, qui est revenu sur ce jour où Jacques Chirac, justement, a annoncé qu'il voterait François Hollande plutôt que Nicolas Sarkozy. Je peux dire que je voterai Hollande. Et après ça, on est rentré à l'hôtel, il s'est assis dans le canapé, il regardait en boucle sur les chaînes genre ITV, genre BFM, il se voyait en boucle et il riait. À 10 mois de la présidentielle,
L'annonce inattendue d'un ancien chef de l'État redevenu très populaire risque d'avoir un impact considérable. L'entourage de Jacques Chirac cherche alors immédiatement à faire machine arrière. En plus d'un communiqué prétextant un moment d'humour corrézien, Bernadette et Claude vont même devoir se rendre directement à l'Élysée pour s'excuser auprès de Nicolas Sarkozy. Je peux dire que je voterai Hollande. Je vais le voir, parce que je trouve normal, correct, d'aller le voir. Il me reçoit d'ailleurs très gentiment et voilà, on échange quelques minutes à ce sujet et il n'y a pas de sujet en fait. On poursuit avec un témoignage émouvant maintenant, celui de Ali, fils de la première victime des attentats de Nice le 14 juillet dernier. Ali a envie de transformer sa colère en aide envers les jeunes, aller essayer de les rencontrer dans les collèges et lycées pour, dit-il, les déradicaliser. Ali a perdu sa mère le 14 juillet sur la promenade des Anglais, Fatima. Elle fut la première des 86 victimes. 3 mois après, digne, il témoigne sans colère. Avec l'éducation qu'elle m'a donnée ma mère, je sais que la colère, ça amène rien. Ça ne fait que consumer la personne. Et si moi je me mets en colère, je vais détruire le reste de la famille qui est déjà traumatisée. Donc ça sert à rien et ma mère ne me l'aurait pas pardonné. Il évoque avec fierté cette maman, pilier d'une grande famille, stricte, mais toujours juste. Voilà, c'était une maman autoritaire, à la fois autoritaire et généreuse. Et elle nous a toujours éduqués dans la compassion, dans la générosité, le partage. Aujourd'hui, il ressent le besoin d'expliquer aux plus jeunes. Comme j'ai perdu ma mère, j'ai pas envie que ça arrive à quelqu'un d'autre. Alors donc voilà, je me sens, je m'investis. Je sens que j'ai une mission à faire, c'est d'essayer de faire le tour des collèges, des lycées. Je voudrais aider les jeunes à déradicaliser, leur faire comprendre que la chance qu'on a d'être en France. Ali espère trouver le soutien et l'encadrement nécessaires pour mettre en place ce projet. Une façon pour lui de se reconstruire, mais surtout de lutter contre l'incompréhension, l'intolérance et l'extrémisme. Et pour finir ce zapping, retour sur ce débat qui avait lieu jeudi dernier, bien entendu, sur TF1 des Républicains. On a ressorti alors les grands moments et les pics entre les différents candidats. Alors de quoi avons-nous parlé? Burqa, voile, islam, cannabis et un peu de TVA. Je me souviens il y a quelques années quand je portais la loi sur la burqa, que personne ne voulait, il fallait qu'on y aille vraiment très fortement pour convaincre à l'époque. Quand j'ai parlé de cette fameuse histoire de pain au chocolat dans ma propre famille politique, on me parlait avec une pince à sucre, tellement c'était cauchemardesque d'évoquer ça. La loi sur la burqa, pardon Jean-François, ce n'est pas toi, je vous explique, ce n'est pas toi qui nous l'as imposé. Et tu étais bien incapable d'imposer ni au Premier ministre ni au Président de la République pourtant, quoi que ce soit. Nous étions bien nombreux à l'Assemblée à la demander. Et en demandant aux musulmans, en cherchant à convaincre les musulmans que c'est à eux de se révolter contre la montée de cet intégrisme, parce que le voile et tout ça sont des manifestations d'un phénomène qui est au cœur de la religion musulmane. Juste dire à François Fillon qu'il a un tout petit peu la mémoire qui flanche. L'un et l'autre étaient défavorables à une loi d'interdiction de la burqa et c'est nous les députés qui avons été un peu obligés. C'est le président. Nous irons là encore nous référer à des pages de l'histoire. Et ni d'ailleurs à rentrer dans le débat sur l'identité heureuse ou malheureuse. Moi, ce à quoi je crois, c'est à la culture. Je pense que le vrai combat, non, la culture, Alain, ça n'est pas l'identité. C'est l'unité dans la diversité. La culture, là, nous avons une vraie divergence, Alain. L'identité, ça enferme. L'identité, c'est immobile. L'identité, ça n'est pas ouvert sur les autres. La culture, c'est ce qui bouge, c'est ce qui est en mouvement. Mais alors, il faut aussi qu'on dise un mot de la question du cannabis. Parce que moi, je ne comprends pas, c'est un vrai désaccord que nous avons, comment Bruno, dans son programme, préconise la dépénalisation du cannabis, alors que l'on sait que derrière tout ça, il y a des dangers absolus, et le fait de passer du délit, comme tu le proposes, à une simple contravention comme un excès de vitesse, me paraît être quelque chose d'extraordinairement... Tu as dû mal lire mon programme, Jean-François. C'est dedans. Je suis totalement opposé à la dépénalisation du cannabis, totalement opposé aux salles de shoot. Je cherche juste au contraire à ce qu'on sanctionne davantage. Est-ce que vous êtes senti visé par cette proposition de Bruno Le Maire? Je tiens mon casier judiciaire à la disposition de Bruno. Il est connu d'ailleurs, tout le monde connaît la condamnation qui m'a été infligée, pas reprendre l'histoire qui est déjà ancienne. Monsieur Sarkozy, pourriez-vous répondre, vous concrètement, à la question à laquelle Monsieur Le Maire n'a pas répondu? Il veut supprimer 500 000 postes de fonctionnaires. Dans votre programme, vous voulez en supprimer 300 000. Lesquels, où et à quel poste précisément? Douaniers, policiers, instituteurs, médecins hospitaliers, qui? D'abord, à mon tour de dire que je suis totalement opposé à l'augmentation de la TVA pour la raison simple que François Hollande l'a fait. S'il y a l'alternance, c'est pas pour qu'on ait la même politique fiscale.
Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu donc le fameux débat de jeudi dernier, séance de rattrapage, vous avez vu, vous n'avez pas loupé grand-chose finalement. Yasser Louati avec nous et Ousmane Timera aussi qui est arrivé. Salut Ousmane. Salut, bonjour à tous et à toutes. Comment ça va Ousmane? Bah écoute, on est vivant. Bon, ça a été bien la conférence à Angers ce week-end? Oui, ça va, on a eu un bon échange et un bon dialogue avec Mohamed et un certain nombre d'acteurs locaux, Mohamed Bajrafil. Et j'ai eu à m'entretenir, à faire une conférence au sein d'une paroisse. Ouais. Sur l'intégration et l'assimilation et la contribution. Pour reprendre le propos du paroissien, c'était décapant. Très bien. Affaire à suivre donc. Alors Ousmane, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que nous parlerons dans cette émission évidemment des événements du 17 octobre 61 dans les rues de Paris. Concernant les Maghrébins qui ont été pris pour cible avec à l'époque ce préfet Maurice Papon qui était donc aux ordres. Nous reviendrons aussi sur l'interdiction faite à l'université d'Evry. Une interdiction concernant un débat qui devait avoir lieu sur la violence policière auquel d'ailleurs devait participer notre ami Yasser Louati ici présent. Donc une interdiction qu'on essaiera d'analyser et nous parlerons évidemment de Fallujah, cette ville irakienne donc aux mains de Daesh que la coalition, la Turquie et les armées irakiennes tentent de reprendre. C'est parti donc depuis ce matin visiblement. On y reviendra et nous aurons aussi Hakim Rahal qui est un autre membre de la team du Grand Forum qui sera en direct du Pont Saint-Michel où se déroule donc cette commémoration du 17 octobre 1961. Programme chargé, à tout de suite. Le Grand Forum sur France Pagade 2. Merci d'être avec nous sur votre radio jusque 18h30 avec monsieur Ousmane Timera qui est avec nous aujourd'hui, Yasser Louati pour commenter l'actualité, ma foi, très très chargée encore une fois et pour ce lundi. Messieurs, avant de parler et d'ouvrir le sujet sur le 17 octobre 1961, retour sur cette soirée de manifestation qui se voulait pacifique au départ et qui s'est transformée en un bain de sang dans les rues de Paris, cette répression sans précédent donc dans les rues de Paris avec des Algériens, des Maghrébins qui furent noyés dans la Seine, des chiffres qui reviennent entre 200 et 300 morts ce soir-là. Chiffre évidemment absolument consternant sous les ordres donc d'un certain préfet Maurice Papon à l'époque. Je vous propose d'écouter un texte, une contribution de notre Sabrina Artiste qui fait partie de la team du Grand Forum. Elle a écrit donc ce petit texte qu'elle a mis en musique. Je vous propose d'écouter. « 17 octobre, à ces dates anniversaires. À ces dates qu'on aimerait mettre 6 pieds sous terre, on ne ressent rien d'autre qu'un dégoût délétère. Des idées nauséeuses nous envahissent face à vous. À ces dates anniversaires qu'on aimerait taire, votre symbolique temporelle siffle cul sec le verre de la guérison en nous. On avance, puis recule, puis se retourne, puis s'arrête aussi. On fait tout pour vous éviter, mais vous êtes là, ici, animés par certains souvenirs sans cri. Ils entachent notre mémoire qui n'avait gardé que le meilleur pour s'en sortir. Pire, pour survivre, nous existerons chaque année sur ce pont, car l'eau de la Seine vomit ces barbaries sans nom. À ces dates anniversaires, avec ces chiffres rappelant les jours, les mois, les heures même parfois, rappelant certains événements que nous ne voulons plus en soi, alors parfois j'appelle ma foi. On dit que le rappel profite aux croyants. Se peut-il que ce rappel soit sans appel au demeurant ? À toutes ces dates brumeuses et froides comme une nuit d'automne dans l'attente d'une douceur printanière. Certains trous de mémoire me laissent fade et amère. Cris du cœur, cris meurtris, à ces dates sortez de nos vies. Vous ne nous rappelez rien d'autre que ce que l'on souhaite oublier ici. En sang, le cœur garde précieusement, avec peine tel un feu de joie dansant, l'éclat d'une république au firmament. À vous ces jours macabres datés, vous n'avez pas le droit d'exister. Ces morts avaient le droit d'exister. Alors laissez-moi manifester ma peine dont témoigne la Seine. À toutes ces dates anniversaires, comme un 17 octobre où sonna l'opprobre de la justice. De la justice. Voilà un petit texte écrit donc par Sabrina Artiste qui fait partie donc de la team du Grand Forum sur les événements du 17 octobre 61. Ousmane et Yasser, eh bien quelques années après, les souvenirs sont toujours là, importants bien sûr, de ce soir-là aux alentours de 20h, couvre-feu imposé, interdisant à toute personne et en l'occurrence aux Algériens de manifester, donc pour une indépendance de l'Algérie à l'époque.
Et ce soir-là, ça se passait dans les rues de Paris, notamment au métro Charonne. Eh bien, des Algériens furent jetés dans la Seine par des policiers, des témoins par centaines ont aujourd'hui parlé chaque année un peu plus. Et une petite reconnaissance, j'allais dire, de ces événements, de ce qui s'est passé le 17 octobre 61. On s'en souvient via un communiqué par le président de la République François Hollande. C'était en 2012. Mais rien de tout à fait officiel, j'allais dire. Comment expliquer que cette tâche reste toujours aujourd'hui présente et qu'elle ne soit pas enseignée, j'allais dire, dans les écoles françaises? Est-ce que finalement la grandeur d'un pays, que devrait être la France, comme nous, ce n'est pas aussi de pouvoir enseigner les erreurs que eh bien la police française ou notre pays aurait fait vis-à-vis d'une population, en l'occurrence des Maghrébins ce soir-là? Yasser. Je remercie d'ailleurs Ousmane qui m'a tendu le micro. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a toujours besoin d'avoir un roman national, mais qui soit toujours fantasmé en fait. Et le fait que les faits soient aussi en fait parlants en termes de racisme structurel en France, enfin, il ne faut pas s'arrêter seulement à l'expression de cette violence et de ce racisme en octobre 61, il faut quand même regarder les siècles qui font que justement ces mécanismes-là sont complètement normaux et les expressions de ce racisme se font de manière la plus, on va dire, entre guillemets, normale. On n'a toujours pas fait le bilan de la colonisation, on n'a toujours pas fait le bilan des gains qui ont été faits par la France pendant l'ère esclavagiste, on n'a pas fait le bilan des guerres coloniales et de la répression sanglante, enfin vraiment, c'est pire que sanglante, c'est la répression barbare des peuples qui demandaient leur autonomie. Et donc là, forcément, quand on est dans une posture où le peuple en face est perçu comme inférieur, on justifie en fait le traitement spécifique qu'on lui accorde. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire, il faudrait revenir sur tout un mécanisme de la vision du monde et comment la République française se conçoit. On parle souvent d'égalité, mais cette égalité, elle est fantasmée, elle n'existe pas. De fait, s'il y avait une égalité, il y aurait l'Algérie française n'aurait pas été un laboratoire des pires exactions coloniales, ce n'aurait pas été un laboratoire de la volonté de destruction d'une culture et d'un peuple, de son identité et de l'accaparement de ses richesses et aussi bien de son histoire. Et là, le fait que un Maurice Papon ait déclaré qu'il fallait réprimer ces Algériens qui marchaient pacifiquement dans le sang, non seulement on a un problème avec l'ordre, mais on a aussi un problème avec toute l'institution qui est restée silencieuse autour de ça. C'est qu'il faut dire, on sait qu'on a une personne qui va en fait, illustrer le donneur d'ordre. Mais tout autour, il y a eu un silence vraiment macabre. On n'a pas eu, par exemple, un État qui a dit c'est inacceptable. On a quand même eu une omerta qui a duré plusieurs décennies, et ce n'est qu'avec le procès Maurice Papon que cette question des violences du 17 octobre 61 a fait surface. Et d'ailleurs, il faut saluer le travail de ceux qui ont fait un travail de recherche pour remettre à la lumière, sur la lumière des projecteurs. On parle quand même de quasiment 300 morts selon les chiffres. Moi, me concernant, on voit ça comme un événement historique, mais les mécaniques qui ont abouti à ce massacre n'ont absolument pas disparu. Puisqu'aujourd'hui, on a une reconnaissance qui est du bout des lèvres. Si vraiment on avait tiré les leçons de ce massacre, on aurait tout mis en place pour justement voir quelle a été l'ambiance dans laquelle ce massacre a été ordonné. Et alors quand on voit que on est entré en période, en situation d'amnésie totale depuis les dites indépendances des anciennes colonies. Moi franchement, oui, d'accord, c'est bien de célébrer ça, on balance des fleurs à la Seine. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que les mécaniques qui ont abouti à ça n'ont pas disparu, encore moins les discours. Et quand on voit qu'un François Fillon vous parle de la colonisation, c'était un échange culturel. Là, on se dit, on croit rêver. Donc là, non, on n'a pas fait le deuil de cette époque. Moi, je pense pas que qu'il soit impossible que ça se reproduise, surtout à une époque où on a un recul sur les questions dites identitaires. On a une normalisation du discours raciste aussi bien à droite qu'à gauche, une militarisation de la police, une normalisation de la répression. On a une crispation de tous les côtés. On a des politiciens, des petits entrepreneurs minables qui jouent de cela. Ouais, d'accord, on célèbre aujourd'hui, on commémore le 17 octobre 61, mais est-ce qu'on est vraiment exempté qu'un tel épisode se reproduise? Est-ce que la France aurait dû demander pardon, Ousmane?
La première des choses, avant de répondre à ta question, je me suis posé la question la semaine dernière de la nécessité, je crois même que je l'ai dit au micro, de la nécessité de commémorer ces événements-là. Parce qu'on est quand même en France dans une période, depuis ces 10, 20, 30 ans, dans une période de commémoration comme si dans notre pays nous étions bloqués dans le passé. Et puis, après réflexion, je me suis dit que commémorer pour juste encenser le passé ou dans une guerre des mémoires, essayer de faire passer telle mémoire au détriment d'une autre, cela ne sert à rien. Par contre, commémorer et se souvenir pour ne pas répéter les mêmes erreurs, et je souscris tout à fait aux propos de mon ami qui vient de s'exprimer, oui, la commémoration doit servir justement à déjouer les pièges du passé qui sont encore présents. Faut pas oublier quoi en plus. Faut non seulement il ne faut pas oublier, mais le fait de ne pas oublier sert justement à ne pas répéter les erreurs. Parce que le problème c'est qu'on a l'impression que on commémore mais pour recommencer les mêmes erreurs mais sur d'autres. Oui. C'est pas les Juifs, parce que c'est de ça dont on parle. On fait pas le Veldiv. Ok, mais Tcharoy a eu lieu, en l'occurrence au Sénégal, à Pikine, lorsque les tirailleurs sénégalais demandaient leur solde, on les a répondu en les bombardant. Bon. On parle de Sétif, et il y a eu des massacres qui ont eu lieu à Sétif, mais c'est pour recommencer les mêmes erreurs avec leurs descendants. Bon bref, le problème il est ainsi, donc il faut se souvenir de ces événements-là, et pas de manière ethnique et identitaire. Moi je ne suis pas maghrébin et pourtant je me sens solidaire de ceux et celles qui ont subi ces atrocités en tant qu'humains. Ça c'est les premiers éléments. Et deuxième élément, est-ce que la France a demandé pardon? Mais la grandeur, il fait partie de la grandeur que de savoir reconnaître ses erreurs et de dire pardon. Il est où le problème? Donc oui, la France a fait, je dirais même l'État français a fait une erreur. Et j'en viens à mon troisième point. Il s'agit de ne pas confondre la France avec l'État. C'est que l'État est censé servir la France. Et la France, c'est d'abord et avant tout son peuple, nous, Français. Et donc quand à un moment donné, l'État a fait une politique qui contrevient aux valeurs de la République, on se désolidarise en tant que Français et républicains des erreurs de l'État. Et quand l'État est dans le sens des valeurs de la République et de la France, et là, on soutient l'État. Et là, en l'occurrence, Maurice Papon et tout l'appareil d'État sont allés à l'encontre des Lumières, à l'encontre des droits de l'homme, à l'encontre de la Constitution française, et donc de ce fait, nous nous désolidarisons. Et donc, de ce fait, l'État français doit demander pardon non seulement aux descendants et au peuple algérien, en tout cas aux personnes, aux Algériens de cette époque-là, mais aux Français eux-mêmes. Parce que je sache, on a trahi et sali la France et les Français de ce fait. Donc oui, demander pardon. Bah juste ça, parce qu'en 61, les Algériens étaient français. Oui. Non seulement ils étaient français, mais au-delà de tout ça, et c'est là où je rejoins le propos d'un de mes professeurs de philosophie, qui s'appelait Abou Ya'ar Marzouk, qui est en Tunisie, qui disait dans l'un de ses livres que les Lumières ont été salies par la colonisation, et détournées de la colonisation. C'est que les principes des Lumières, ça va, c'est universel, et ça correspond d'ailleurs aux valeurs de l'islam. Oui, mais ça a quand même été, ça a quand même vu le jour en pleine période esclavagiste aussi, les Lumières. Oui, mais justement, c'est que quand à un moment donné on parle des déclarations des droits de l'homme et que tout ça l'ouverture au nom des déclarations universelles des droits de l'homme, du droit et des droits de l'homme et des citoyens proclame l'indépendance d'Haïti et qu'ensuite Napoléon réinstaure l'esclavage, il le fait à l'encontre de ces valeurs-là. Donc le problème c'est qu'on a des valeurs universelles et on les applique à géométrie variable. Et il est bon que des gens comme nous, issus de ces tirailleurs algériens, maghrébins et sénégalais qui ont défendu ce pays, il est bon d'un bon ton que nous rappelions à la France que ces valeurs universelles, si elle veut qu'elles soient réellement universelles, elle a intérêt à se les appliquer à elle-même. On va accueillir des auditeurs qui nous parlaient, notamment un certain Kamel qui est parti ce matin se recueillir devant cette fameuse plaque. Kamel, bonjour. Oui, bonjour à tes invités et bonjour aux auditeurs et auditrices. Oui, effectivement. Alors, moi j'aimerais, je me joins à ce qui a été dit, si ce n'est qu'effectivement, le siècle des Lumières n'est pas le siècle des Lumières pour tous. Effectivement, et vous avez eu raison de pointer, effectivement, cette période néocoloniale, etc. Donc ce siècle des Lumières,
il faut savoir mesurer sa portée, c'est très important parce qu'on véhicule finalement des clichés qui finalement ne nous conviennent pas réellement. Au vu de ce qui a existé et au vu de ce qui existe aujourd'hui, dire le cycle des Lumières, moi je mets un bémol à ça, je voulais simplement partager tout ça. Par contre, j'apprécie effectivement le fait que vous ayez pointé, que tu aies pointé, cher Christophe, quelque chose de très important à mes yeux, c'est celui de l'enseignement. Aujourd'hui, il me semble qu'une histoire non dite, non assumée, ne peut qu'inéluctablement entraîner des pathologies. Et ces pathologies, aujourd'hui, effectivement, sur ces non-dits, sur cette France frileuse, sur ce qui est caché finalement à l'ensemble de la communauté française, eh bien, fait qu'on est dans l'état dans lequel nous sommes. Ouais. Alors, ce matin, j'étais effectivement à 10h15 présent là-bas devant la plaque. Alors, il y avait, allez, on va dire une cinquantaine ou 80 personnes. Ce que j'ai regretté une chose. Alors, il y avait bien évidemment des officiels, etc., comme ça se fait tous les ans. J'ai regretté que Madame Hidalgo ne soit pas présente. Elle nous a envoyé Monsieur Julliard. J'étais juste à côté de l'ambassadeur et j'ai compris qu'elle ne pouvait pas se déplacer, etc., etc. Mais là encore, voyez, pour moi, je considère que c'est une certaine forme de mépris, voyez. Et là, on pourrait dire que, alors je sais pas, je m'avance peut-être un peu, mais c'est bien de susciter le débat pour que tout le monde puisse justement intervenir. Eh bien, je me dis que peut-être, à l'égard d'autres commémorations, eh bien, elle aurait peut-être fait l'effort d'être présente. J'ai regretté qu'elle ne soit pas présente, voilà, parce qu'elle représente symboliquement quelque chose. Elle n'était pas là. Elle a envoyé un de ses collaborateurs. J'ai trouvé ça mesquin, petit. Je voulais simplement le dire. J'aimerais rajouter, mon cher Christophe, parce que je n'ai pas d'oubli. Nous ne sommes sans haine ni oubli. Et ça, c'est très important que ces termes soient proposés. Et vous avez eu énormément de personnes. Et moi, j'ai une pensée pour ces Français, ceux qu'on a appelés les porteurs de valises, les réseaux Janson, ceux qui ont écrit comme les Didier Daninx et les familles Barra, à tous ces gens, à tous ces porteurs de valises, à tous ces Français qui ont su s'élever contre cette barbarie, cette insulte faite à une population, cette colonisation. Je voulais simplement le pointer. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut regarder en avant. C'est la condition dans laquelle nous sommes et ce que nous souhaitons dans les prochaines années. Et je crois que là, au travers de ce qui s'est produit, nous devons en tirer un enseignement, celui de ne jamais abdiquer. Ça, c'est très important. Très bien. Je te remercie encore une fois. Kamel, merci. Peut-être qu'elle sera présente. Elle sera peut-être présente dans la cérémonie qui aura lieu dans quelques minutes à 17h au Pont Saint-Michel, Anne Hidalgo. On le verra tout à l'heure avec Hakim Larad qui sera sur place. Monji de Marseille est avec nous aussi. Bonsoir, Monji. Oui, bonsoir, Christophe. Bonsoir, à tes invités. Je sais pas qui est à l'antenne. Yasser Louati et Ousmane Timera. Voilà, bonsoir Yasser, bonsoir Ousmane, bonsoir à tous les auditeurs. En fait, moi je voulais revenir sur la question parce que à Marseille, j'ai organisé avec des irréductibles militants pendant quelques années les commémorations avec un slogan. Le slogan c'est la meilleure mémoire, le meilleur hommage à rendre aux morts, c'est de s'occuper des vivants. L'histoire des morts, voilà, c'est une histoire. C'est pas qu'il faut oublier, mais surtout, comme il a dit tout à l'heure Yasser, c'est les conditions de ce forfait-là est toujours d'actualité. Je veux dire, on n'est pas à l'abri d'un nouveau de 7 octobre 61 dans les conditions qui se présentent actuellement. Et c'est pour ça, en fait, nous on a organisé une petite association qui s'appelle Mémoire, Lutte, Justice, Égalité, pour extirper cette histoire de marchandage politique qui se faisait entre l'Algérie et la France sur le dos des victimes et surtout sur le dos des Algériens d'origine algérienne qui sont ici, qui sont à 90% ou 95% français. Et pour dire l'autre histoire, il faut que nous, en fait, on n'attend pas de la France officielle qu'elle fasse des excuses, qu'elle présente des excuses, parce que lorsqu'on a parlé, Hollande il a reconnu. La reconnaissance se fait à travers une loi. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de reconnaissance. Le communiqué de la présidence en 2012, il était plus honteux qu'autre chose. Je veux dire, quelques phrases pour dire oui, il y a eu une répression. Ben ça, on le sait qu'il y a la répression. Mais surtout, le plus important, c'est penser que si les conditions qui ont amené à cette répression-là qui sont plus d'actualité, qui sont plus sur le terrain, et c'est pour ça qu'il faut s'occuper des vivants pour qu'il n'arrive pas ce qui s'est déjà arrivé. Et juste pour finir,
je vais revenir sur la question de la notion de la lumière. Vous savez, Aimé Césaire disait le grand malheur de l'Afrique, c'est qu'elle a rencontré la France. Et moi, j'ai toujours dit, la France était le phare du monde. Nous, on l'a pris en pleine gueule, on a perdu le cap. Voilà, je veux dire, la France des Lumières et la France du droit de l'homme, c'est plutôt le droit de l'homme blanc, riche, bien portant. Il faut qu'on sorte de ces clichés-là. La France est une puissance coloniale. Et aujourd'hui, j'ai une pensée à ce qui se passe à Mossoul. Sous le prétexte de combattre Daesh, on va exterminer les dernières tribus sunnites du Irak. Voilà, il faut pas oublier ça aussi. Bon, merci Manji. Je suppose qu'il y a de la réaction là dans ce qu'on vient d'entendre. Oh non, pas de la réaction. Alors, il y a 2 points. Le premier point, je pense qu'il faut aussi savoir encourager et non pas seulement critiquer. Je veux dire que le président de la République française, qu'un certain nombre d'officiels se mettent à être présents dans ce genre de commémoration, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et on ne peut pas critiquer, voire cracher à la figure d'un geste, quand bien même on penserait que celui-ci est insuffisant. Je pense que ça n'est pas ainsi qu'on encourage à la reconnaissance mutuelle. Il faut savoir dénoncer les ténèbres, mais tout en annonçant l'aurore à travers la bougie que l'on allume. Il y a des bougies qui sont allumées, il faut savoir aussi les saluer. Et donc je pense qu'il faut que, comme l'a dit notre ami Kamel, on n'oublie pas, mais c'est sans haine. Alors quelquefois j'ai l'impression qu'on n'oublie pas, mais bon voilà, il y a de la rage quand même. La rage est compréhensible. On peut comprendre que ça quand même on soit dégoûté que de tels événements aient eu lieu et qu'on ne les reconnaisse pas, mais pour justement aller dans le sens de cette reconnaissance, il faut saluer les pas qui sont faits dans ce sens-là. Donc ça c'est un premier élément. Et le deuxième élément, dans la suite de mon propos, la France n'est pas monolithique, effectivement. Elle n'est pas il ne faut pas se fier au roman national et à l'idéologie que tout un chacun et chaque pays et chaque État se donne comme habit pour pouvoir briller au sein des nations, certes, mais il faut aussi savoir reconnaître ce qu'il y a de bon et de positif. La modernité et l'application qu'en a fait l'Europe, il y a des choses positives comme il y a des choses négatives. Nous, on a vu les choses négatives. Je dis nous, c'est-à-dire ceux qui sont issus des colonisations. Mais il n'empêche qu'il faut savoir aussi rappeler à ces gens-là les côtés positifs et les valeurs qui sont les leurs. Quand le Coran, et là je fais référence exprès à l'islam, interpelle les juifs, les chrétiens et les différentes religions, les interpelle sur les valeurs universelles qui sont les leurs, tout en critiquant les mauvais penchants ou les falsifications qui ont eu lieu entre-temps, c'est pour aider ces gens-là et pousser ces gens-là à se corriger à partir de leurs valeurs. Moi, je n'ai aucun problème à rappeler à la France ses valeurs universelles, en lui demandant d'être fidèle à celles-ci. Parce que ces valeurs universelles, je les retrouve dans ma culture de Français, dans ma culture de musulman, dans ma culture d'Africain et soninké. Et somme toute, j'espère que l'humanité entière ira au-delà de ce que disent les siècles des Lumières. Il y a des choses positives. Je suis de ceux qui disent prenons ce qu'il y a de bon et essayons de dépasser cela vers quelque chose d'encore meilleur. Nous en sommes capables. Il y a des choses positives, Yasser Louati ? Dans les valeurs. Je parle des valeurs. Ouais. En fait, j'ai toujours c'est pas pour être sur le penchant négatif, mais sincèrement, moi, quand on est quand en France, veut dire dans les années 2000, on veut faire passer une loi qui glorifie la colonisation, et qu'en même temps, on fait pas le bilan de cette même colonisation, et qu'on n'a pas mis à terme aux pratiques coloniales qui étaient en fait subies par les peuples dits indigènes, et qu'on perpétue aujourd'hui dans les quartiers populaires, et qu'on utilise pour exclure, dominer, discipliner, stigmatiser les personnes de confession musulmane, les personnes de couleur noire, les personnes d'origine, on va dire, nord-africaine, etc. Je suis très sceptique. C'est parce qu'on n'a pas vraiment une volonté d'en tirer les leçons. Il n'y a pas de signe en fait. Donc c'est vrai qu'il y a une communication politique qui va dans ce sens, oui, avec un communiqué, oui, etc. La présence de certains élus, c'est tant mieux. Mais on voit bien en fait qu'on en parle parce que justement certains le font, et ce n'est pas une prise de conscience collective. C'est ça qui pose problème, et c'est pour ça que je veux dire, tant qu'il n'y aura pas une pression des historiens, des militants, des descendants de ces personnes qui ont été réprimés, le rapport de force sera la seule obligation pour que ces commémorations se fassent, mais pour aboutir à ce qu'un jour au moins
les manuels scolaires enseigne à nos enfants ce qui s'est vraiment passé, parce que là encore on voit bien que il y a des bribes qui sortent par-ci et par-là, des travaux qui sont publiés de manière indépendante à gauche et à droite, mais on n'a pas par exemple dans les manuels scolaires les conséquences des guerres néocoloniales, la répression des mouvements indépendantistes et même la répression des mouvements pacifistes ici en France. La guerre d'Algérie, ça fait quoi, un chapitre et encore enfin moi je me souviens, au collège ni au lycée on s'est pas vraiment attardé dessus, quoi. C'est vraiment on est passé rapidement, et c'est en grandissant et surtout en devenant militant moi-même que je me suis dit non, mais c'est quoi ce mensonge éhonté. C'est comme si en fait la France un jour s'est réveillée, a dit on va libérer les colonies et on va sortir. Absolument pas. Et on voit bien que ces luttes-là continuent aujourd'hui avec ce qu'on appelle le néocolonialisme, puisque les dites colonies ne sont pas vraiment indépendantes quand on voit ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec l'intervention française, en France-Afrique, en Libye, ou par exemple les visites répétées de Manuel Valls en Tunisie pour faire pression sur le gouvernement, sur la constitution tunisienne. Oui, mais est-ce que moi, moi je suis d'accord avec ton diagnostic. On a le même diagnostic. Mon propos, il n'est pas quant à la description de ce qui se passe, mais dans les modalités de la transformation de ce qui se passe. Donc, dénoncer, mettre la pression, écrire, parler, dire qu'on n'a pas oublié, c'est une chose. Encourager, indiquer que ça n'est pas contre la France en tant que telle. On n'est pas contre les Français ou la France en tant que telle, parce qu'on est nous-mêmes Français. On est contre une certaine politique qui perdure. Et quand il y a des signes positifs qui vont dans ce sens-là, on les encourage. On dénonce les ténèbres et on allume la lumière. C'est de ça dont je parle. Et pour revenir à la question des lumières, je suis désolé, il y a des choses positives dans les lumières. Donc, qu'on soit pas d'accord avec les siècles des Lumières, c'est pas la lumière fantastique qu'on nous vend, effectivement, certes, mais on peut tenir compte du fait que la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et un certain nombre de valeurs qui en fait étaient chrétiennes et ont été ensuite sécularisées, un certain nombre de valeurs qui ont été aussi prises. Il suffit de lire Voltaire quand il décrit ce qui se passe sous le Grand Turc. Et c'est pas la faute à Voltaire. Que chez le Grand Turc, les gens avaient le droit de s'exprimer et que nous on n'arrive pas à s'exprimer, et qu'il y a quand même des racines même musulmanes de tout cela. Je vous coupe pour la pub. C'est positif. Je vous coupe pour la pub dans un instant. Vos avis tranchés. On retrouvera aussi avec Kim Al-Rad, donc qui sera en direct du Pont Saint-Michel, le grand forum avec aussi Fallujah. On s'y intéresse, cette ville qui est attaquée depuis ce matin par la coalition pour reprendre Fallujah des mains de l'État islamique. France Maghreb 2, France Maghreb 2. C'est le grand forum sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h30 avec Ousmane Timera et avec Yasser Louati qui sont avec nous aujourd'hui. Du 17 octobre 1961, évidemment on n'a pas fini d'en parler. Dans quelques minutes on dira rejoindre Hakim Rahal qui est parti donc du côté du Pont Saint-Michel où se déroule donc une cérémonie. Sachez aussi que ce soir à 22h, émission spéciale sur France Maghreb 2 présentée par Fauzi qui consacrera donc son émission aux événements du 17 octobre 1961. On va passer, si vous le voulez bien maintenant, aux avis tranchés. C'est parti. On va commencer, si vous le voulez bien, par notre ami Yasser Louati pour son avis tranché. Il va nous parler de la guerre. Eh oui, la guerre est la mère de tous les cancers. On aura discrédité l'opposition à la guerre en faisant croire qu'être contre la guerre, c'était être pacifique ou pacifiste. Faux et archi-faux. Si j'avais été en 1940, j'aurais pris les armes pour défendre mon pays contre la barbarie nazie, tout comme je l'aurais fait en 54 en Algérie ou en 46 en Indochine. Être contre la guerre, c'est être contre une société raciste qui a besoin de dévaloriser d'autres peuples pour justifier ses guerres sous couvert d'intervention humanitaire. Oui, mais il n'y avait pas d'intervention humanitaire pour mettre fin au génocide des musulmans bosniaques ou pour mettre fin au génocide rwandais ou plutôt pour empêcher la participation active de la France dans ce génocide à tel point que Mitterrand n'a cessé de le minimiser et de faire croire que c'était normal. S'il y avait un front anti-guerre en France, il n'y aurait pas de dirigeants africains corrompus qui affament leur peuple et font de leur pays des champs de bataille pour l'armée française qui entre, bombarde, brûle et humilie, non plus au service de ces peuples, mais au service des multinationales qui vont piller et mieux satisfaire notre boulimie consumériste. Pour justifier la guerre, on a besoin d'une vision raciste du monde, de découper les hommes en peuples supérieurs et inférieurs, les premiers ayant l'obligation de discipliner les seconds au mieux de les civiliser. La vie des premiers étant supérieure à celle des derniers, et oui,
Tant que c'est eux, on s'en fiche. Oui, mais ce racisme qui justifie la guerre justifie aussi le business des armes, avec en joyau ce Rafale vendu à des dictateurs comme Al-Sisi en Égypte et utilisé par un certain Sarkozy pour faire tomber Kadhafi et nous livrer en retour l'émergence de Daesh. Ce racisme qui justifie la guerre fait que le racisme devient naturel et comme on l'accepte pour les autres, on l'accepte pour les nôtres ici en France, qu'on discrimine, qu'on humilie, exclut, réprime, qui de l'islamophobie, qui de la négrophobie, qui de la romophobie, qui du racisme biologique toujours en vie, qui a un nouveau visage malheureusement qu'on appelle le racisme culturaliste, disant que certaines cultures sont supérieures à d'autres. C'est la guerre qui enrichit l'oligarchie et ouvre la porte à la militarisation de la police et de l'importation de la violence militaire sous forme de violence policière. Et oui, les logiques qui servent à écraser des peuples à l'étranger servent aussi à écraser le peuple ici à domicile. Ces quartiers populaires servent de laboratoire de la répression depuis des décennies, puis ces manifestants gazés depuis les hélicoptères en plein Paris en font aujourd'hui les frais. On se taisait quand c'était eux, mais aujourd'hui c'est nous. C'est la guerre qui montre la nature psychopathe de nos dirigeants qui peuvent te bombarder un hôpital en Syrie et dormir tranquille, ou accepter que nos soldats puissent violer des enfants en Centrafrique et nous faire croire que c'est normal, que c'est la vie, que c'est pas grave. C'est la guerre qui provoque l'afflux massif de migrants. Oui, ces indésirables qu'on voit à Porte de la Chapelle ou à Porte de Saint-Ouen ou ailleurs, que personne ne veut voir, comme si on faisait le choix délibéré de quitter son pays pour marcher de l'Afghanistan, d'Irak, de la Syrie, de l'Érythrée, de la Somalie, du Soudan ou autres pays. Et oui, les mêmes, vous l'aurez deviné, tous ces pays qui subissent directement ou indirectement les guerres impérialistes qui se perpétuent parce que nous sommes incapables de dénoncer collectivement, parce que malheureusement trop lâches, trop intéressés, trop aveuglés par l'individualisme de chacun d'entre nous. Ne répétons pas le schéma décrit par Aimé Césaire. Ouvrez les guillemets. Et alors, un beau jour, la bourgeoisie est réveillée par un formidable choc en retour. Les Gestapo s'affairent, les prisons s'emplissent, les tortionnaires inventent, raffinent, discutent autour des chevalets. On s'étonne, on s'indigne, on dit, comme c'est curieux, mais bah, c'est le nazisme, ça passera. Et on attend, et on espère, et on se tait à soi-même la vérité que c'est une barbarie, mais la barbarie suprême, celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbares, que c'est du nazisme. Oui, mais avant d'en être la victime, on en aura été le complice. Que ce nazisme-là, on l'a supporté avant de le subir, on l'a absous, on l'a fermé l'œil dessus, on l'a légitimé parce que jusque-là, il ne s'était appliqué qu'à des peuples non européens. Que ce nazisme-là, on l'a cultivé, on en est responsable et qu'il est sourd, qu'il perce, qu'il goûte avant de l'engloutir dans ses eaux rougies de toutes les fissures de la civilisation occidentale et chrétienne. Je termine en rappelant à chacun de nous que jamais un peuple n'a exporté la mort et reçu la vie en retour. La guerre, mère de tous les cancers, Ousmane Timéra, ça vous inspire quoi? Ça m'inspire de l'admiration. Le verbe est haut, le verbe est fort, le verbe est vrai. Et ça dit encore une fois l'impasse et le caractère préhistorique dans lequel nous nous trouvons encore aujourd'hui au XXIe siècle, où nous nous bornons à vouloir régler les problèmes à coups de canon. Et nous continuons à nous étonner pour quelle raison est-ce que, en retour à ces coups de canon, nous avons des attentats. Il est dommage que pour répondre et régler ces problématiques interrelationnelles entre hommes, nous n'ayons pas trouvé autre chose que de nous entretuer. Donc bravo pour ce texte, j'y souscris totalement. Et ça dit à quel point les victimes d'hier peuvent facilement devenir les bourreaux d'aujourd'hui. Yasser, oui, c'est avec les tripes que tu as écrit ça. Ben, c'est le fait que il y a une telle normalisation de la violence en France ce qui est à craindre, c'est qu'on dise que c'est normal. Non, ce n'est pas normal que des méthodes militaires soient appliquées par la police à domicile. Non, ce n'est pas normal qu'on continue encore. C'est comme tu l'as dit, Ousmane, c'est vraiment des pratiques préhistoriques. On est vraiment dans une ère de retour à un état primitif. Il n'y a aucune action de prévention. On s'est mis dans différents compartiments individualistes, et le fait qu'on soit centré à chaque fois sur nous-mêmes fait qu'on ne regarde plus les malheurs du monde comme si on était concerné. Oui, mais comme disait François Burga, les bombes, c'est fini l'époque où on pouvait bombarder un peuple à l'autre bout du monde sans rien subir en retour. C'est ça. On va passer à l'avis tranché de Monsieur Ousmane Timéra. Alors,
moi j'avais deux avis tranchés. Je vais rapidement passer sur le premier et je vais m'attarder sur le second. Le premier, c'est l'état lamentable du débat actuel politique, notamment chez les Républicains, qui se résume, qui est en fait à la taille et à la hauteur de notre élite politique, c'est-à-dire extrêmement petite, et qui se réduit au fait à 2 points, le rejet et la réduction. La réduction en termes de politique économique, sociale, on réduit, on va supprimer des postes, il faut réduire la dette, on est dans la réduction. Et le rejet, parce qu'il faut quand même légitimer ces réductions-là et faire en sorte de montrer ou de pointer l'épouvantail qui fait qu'on va se tenir tranquille face à ces réductions inadmissibles. Alors on va nommer le bouc émissaire, ce sera le musulman, ce sera le voile, ce sera la burkini, ce sera l'étranger, ce sera le réfugié. Et au fond, la logique de l'oligarchie, c'est ça. C'est à un moment donné réduire les droits de la majorité pour mieux s'en accaparer et détourner le regard de cette majorité vers le bouc émissaire à l'intérieur qui va l'occuper. Voilà où nous en sommes. Et il serait peut-être temps qu'on se réveille avant qu'on se fasse tous croquer. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est par rapport à un propos que j'avais tenu la semaine dernière concernant mon pays d'origine, le Sénégal, où il y a un certain nombre de personnes qui manifestent leur désir qu'on applique au Sénégal la charia. Et j'avais indiqué que, en principe, cela ne me posait pas problème, à condition que l'on se mette d'accord sur ce qu'on entendait par charia. Que moi je n'entends pas charia comme étant le fait de couper des mains, de lapider, mais plutôt l'idée de justice, l'idée de partage, de solidarité et de transcendance. J'aimerais revenir là-dessus parce qu'on est quand même dans un contexte assez grave en Afrique de l'Ouest, où souvent nos amis salafistes sont la 5e colonne qui peut faire écrouler tout l'édifice de la société. Alors, ces gens-là souvent peut-être sont sincères, mais facilement manipulables. Est-ce que c'est le moment de parler d'application de la charia dans le sens traditionnaliste que tout le monde entend quand on entend charia, c'est-à-dire on coupe d'abord des mains? Moi, je pense que c'est une erreur grave de penser que le Sénégal n'applique pas la charia si on pense que la charia, c'est d'abord et avant tout la justice et l'égalité. La constitution sénégalaise veut et indique l'égalité entre tous les citoyens. Peut-être qu'il y a des applications qui demandent à être améliorées. Et ceux qui appellent à la charia devraient aider le gouvernement sénégalais et la société sénégalaise à être plus fidèles aux principes en améliorant l'état des lieux et l'état des choses, c'est-à-dire les lois telles qu'elles existent, et non pas d'essayer d'importer ce qu'ils appellent être la charia et qui en réalité n'est que le droit musulman inventé par des juristes à une époque donnée en essayant en fait de faire régresser tout le pays et à nous faire rentrer dans des guerres civiles et des débats pas possibles. Les théologiens, les soufis, les mystiques, les musulmans qui sont majoritaires dans ces pays-là doivent avoir l'intelligence que le Coran leur demande d'avoir, voir le bien où qu'il se trouve et d'essayer de l'améliorer. Et non pas essayer de démolir les choses au nom d'une loi qu'ils confondent avec leur passion. Donc attention à ne pas utiliser la charia comme un moyen idéologique de déstabilisation de nos pays, et plutôt comme un chemin que l'on emprunte vers la justice, parce que quiconque regarde dans le Coran, la charia est à chaque fois, je dis bien à chaque fois, associée à l'idée de justice, de partage et de rendre leurs droits à tous les individus. Si c'est cela que nous appelons la charia, il est temps que nous essayions de l'appliquer, parce qu'au fond, les peuples ont le droit d'être gouvernés par les lois qu'ils se choisissent eux-mêmes. Mais ces lois doivent aller toujours dans le sens de la justice. Yasser, une petite réaction concernant l'avis tranché de notre ami Ousmane. Je suis globalement d'accord sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a une certaine défaillance intellectuelle de certains qui fait en sorte que de réduire une religion à un code pénal en fait. Et c'est vraiment c'est une approche binaire du monde. Donc il y a les bons et les mauvais. Donc nous on est les meilleurs et vous êtes voués à l'enfer, etc. C'est vrai que par contre c'est vrai que d'abord on a délégitimé le terme de charia
c'est un terme qui a été complètement diabolisé, mais ça c'est aussi l'approche néocoloniale, en fait, de démonter les identités des peuples, de diaboliser leurs principes, leur faire croire, en fait, d'instiller un sentiment de culpabilité, de honte, de gêne et même d'infériorité en ce qui fonde en fait leur identité, mais en même temps, et là tu as raison quand tu dis qu'est-ce qu'ils entendent par le mot charia. Je veux dire, s'ils veulent nous parler du régime juridique de certains pays qui disent appliquer la charia alors que c'est des régimes totalement corrompus et qui sont justement en train d'appliquer l'exact inverse de ce que prône l'islam, dans ce cas-là, oui, les gens ont le droit de dire on n'en veut pas. Mais c'est encore une fois qu'est-ce qu'ils entendent par le mot charia. Donc il y a un travail qui doit être fait justement pour relégitimer. Et le problème, c'est qu'encore une fois, il y a une approche qui n'est pas faite sur le terme de l'éducation. Les gens ont déjà peur du terme charia et ils veulent en plus l'imposer. Et en plus, sans pour autant faire le diagnostic de ce qui s'applique déjà. Veut dire, est-ce qu'on veut appliquer la charia en disant on veut la justice sociale, on veut plus d'éducation, exactement, plus de richesse, d'autonomie agir politique. Pour le bien commun, ou est-ce que c'est vraiment je suis là pour appliquer l'agenda de politique étrangère dans notre pays? Et c'est vrai que oui, malheureusement, c'est que beaucoup de ces groupes servent justement à déstabiliser et qu'ils se retrouvent en fait pris en comment dire ça, dans les tenailles d'enjeux qu'ils ne comprennent pas et qui les dépassent. Et c'est là qu'on voit qu'aujourd'hui dans les médias, on assiste à un problème de sémantique puisqu'on utilise des mots sans même en connaître la signification. Et comme tu le rappelais si bien, Ousmane et Yasser, quand on entend parler de charia, c'est évidemment pour couper des mains, c'est la loi tribale, quoi, j'ai envie de dire, qui est ressentie dans la bouche de ces journalistes. Et à tel point d'ailleurs que ça me rappelle une petite anecdote, peut-être que vous vous en souvenez. Mohamed Bajrafil était invité chez nos confrères de France 24 et lorsqu'il avait dit, alors peut-être par provocation, à la journaliste, il avait bien fait, mais il avait dit la France est un des seuls pays au monde qui applique réellement la charia. Et donc là, la journaliste avait été évidemment stupéfaite, choquée, elle a carrément bugué. Et après, il est parti dans l'explication et comme tu l'as rappelé d'ailleurs, Ousmane, en disant qu'est-ce qu'était réellement la charia. Et donc voilà, quand on entend tous ces termes d'islamistes, de charia, de salafistes et tout ça, il faut remettre des choses dans leur contexte, quoi. C'est important, je pense, d'utiliser les bons mots lorsqu'on veut parler d'une information. C'est surtout qu'il y a quand même un débat de fond au-delà du côté juridique. Le problème, c'est que les juristes ont réduit effectivement le débat philosophique à l'application de simples règles. Mais le débat de fond, il est le suivant. Est-ce que un peuple qui veut sa souveraineté peut acquérir cette souveraineté en appliquant des lois qui lui sont imposées de l'extérieur, en l'occurrence de la colonisation? Souvent, quand les peuples musulmans parlent de charia, ils regardent pas, ils sont pas dans le détail des règles. Ils sont dans le principe que nous considérons que notre religion est ce qu'il y a de plus précieux chez nous, et c'est au nom de ces valeurs que nous voulons que les législateurs que nous sommes jugent. Et ce combat sur le plan idéologique, il est dévié ensuite quand on rentre dans les applications, où immédiatement on rentre dans mais ce qu'on veut par charia, c'est comme le premier ministre libyen, je sais plus qu'est-ce qu'il est devenu d'ailleurs, ou le président libyen, quand il dit à un moment donné on va appliquer la charia, on a le droit à la polygamie. Donc la réduction qu'il va faire à un moment donné de la notion de charia à la polygamie. Alors que la véritable charia commencerait déjà par le faire démissionner en lui disant celui qui doit décider de l'avenir du peuple libyen, c'est le peuple libyen. Ça, c'est ce que dit la charia. La charia demande à ce que ce soit les peuples qui s'autodéterminent. Parce que amruhum shura bainahum, leurs affaires, ils les traitent en concertation et en délibération. Ouais. Donc le problème, il est là. Alors justement, un auditeur qui a un avis à donner, ils peuvent le faire évidemment au 08 92 23 99 50. Ali, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe et bonsoir à Ousmane et bonsoir à l'autre invité. Yasser, l'autre là, l'année dernière, on faisait la même chose. Hein. Non, c'est pas méchant. Tu sais ce qu'il dit, l'autre qui dit salut. Sans aucune arrière-pensée. Non, on rigole. Ouais. Allez-y, Ali. Et donc, je voulais intervenir. Ouais, donc les leitmotivs qui servent à certains dirigeants, certains pseudo-chirs, pour le pouvoir, uniquement le pouvoir, c'est la charia et c'est le conflit sunnite-chiite, les ennemis chiites. C'est ces deux choses qui servent de leitmotiv à certains soyours
bien un certain chouyour des pseudo-salafistes qui veulent semer la pagaille uniquement pour le pouvoir. Donc la charia, on va mettre la charia, comme quoi tous les autres savants musulmans sont des nuls et que eux sont les sauveurs. Ils se servent de ça uniquement, la charia. Allô? Oui, on vous écoute. Oui, ils se servent de la charia comme ils ont fait avec Daesh, avec État islamique, avec Jich al-Islam, etc. Al-Nusra. Quand ils arrivent, on va mettre la charia, on va punir tous ceux qui veulent pas la faire. Donc c'est un leitmotiv, les chiites sont les ennemis des sunnites, la charia, etc. Et c'est ça en fait. Et je voulais aussi apporter un petit quelque chose sur Mossoul. Oui, d'ailleurs je me suis trompé tout à l'heure, j'ai parlé de Fallujah, c'est Mossoul évidemment. J'ai entendu tout à l'heure Manger qui parle, il dit oui, pour sauver encore, ils vont attaquer les dernières tribus sunnites. Je voudrais simplement rappeler qu'en Irak, à Mossoul, c'est Daesh, ce sont des extrémistes, des terroristes qu'on a vus à travers sur des Toyota avec des armes et tout s'en passe, qui ont pris en tenaille la population irakienne et syrienne. Et donc à Mossoul, c'est la guerre contre le terrorisme et non pas on va supprimer quelques tribus sunnites. Ça, c'est des propagandistes salafistes qui jettent des mots comme ça, genre Matmati Ammar. Je voudrais vous mettre en garde contre lui et je vous donner la preuve. Il s'est servi d'un débat où il est passé à France Maghreb 2. Je suis tombé sur la vidéo. Et ça, c'est important. Une vidéo, il y a marqué débat Bajrafil Matmati. Ah oui, il y a un logo. Oui. Il y a un logo Parler Islam Vert qui est du côté de l'image Matmati et France Maghreb 2 du côté Bajrafil. Et quand j'ai écouté la vidéo, on entend en premier plan la voix de Matmati qui fait l'apologie du califat, c'est-à-dire le rabatteur pour les califats, pour le terrorisme. Et quand on entend Bajrafil, gentil sage, qui donne des paroles sages, d'un seul coup on entend une voix avec beaucoup d'interférences, presque inaudible, et d'un seul coup elle est coupée. Et on entend Matmati qui dit oui mais attendez, laissez-moi parler, et tout ça, c'est-à-dire c'est une vidéo qui a été truquée par ça, non parce que je peux le confirmer ici. Allez, je vous le confirme ici. Il n'y a jamais eu de débat en direct à la radio sur France Maghreb 2 entre Bajrafil et ce fameux Matmati qui est en recherche de notoriété, miskin. C'est pas un débat, c'est la fois où il est passé à France Maghreb 2 sur le califat. Ouais. Quand il avait appelé, il s'est servi de ce passage-là pour marquer une vidéo. Ah oui, ça y est, je m'en souviens. Oui, dans l'émission Parler Islam, effectivement, voilà. et Bajrafil l'avait remis à sa place. Il s'est servi de ce passage-là pour faire un trucage de vidéo. Il marque débat Bajrafil Matmati. Et c'est une vidéo qui est une vidéo avec le logo Parler Islam Vert et France Maghreb de rouge. Bah, écoutez. Le côté Parler Islam Vert, c'est-à-dire Parler Islam le vrai, c'est Matmati avec sa grosse photo dessus. Et de l'autre côté, Mohamed Bajrafil, France Maghreb 2 avec l'écouteur sur la tête. Ouais. Et quand on entend la vidéo, je l'ai écoutée encore hier, la voix de Matmati Ammar est en premier plan, sans interférence nette. Et lorsqu'intervient Mohamed Bajrafil, la voix est beaucoup d'interférences, inaudible. De temps en temps, elle est coupée. Le son, il est coupé. Bon, on entend uniquement un monologue de Matmati qui fait le rabattage, l'apologie du califat, comme certains, la Mongie et d'autres. Et donc, il s'est servi de ça pour faire son apologie pour le califat. Et quand Mohamed Bajrafil lui réplique avec sagesse, en lui disant « Donnez-moi un verset, donnez-moi ça pour prouver que c'est faux », il le coupe et la voix disparaît. Donc c'est une vidéo qui a été truquée, dont Matmati, qui est le rabatteur pour les terroristes, le califat, s'est servi. Ouais. Et ça, je voulais vraiment en parler. Merci Ali, c'est fait en tout cas, et c'est là peut-être une occasion donnée, Ousmane et Yasser, de recommander la plus grande des prudences à tous ces chiites qui opèrent sur Internet et qui se font une notoriété au travers de vidéos YouTube ou utilisant Facebook pour aller en prenant, j'allais dire, des versets que eux seuls connaissent et parler d'islam. Malheureusement, les réseaux sociaux, c'est aussi ça, c'est donner la possibilité à des incompétents de pouvoir donner leur avis sur des sujets qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Ouais, mais ces incompétents surfent quand même sur une vague générale qui en dit long sur la pensée musulmane actuelle. Les mots ne veulent plus rien dire, on sait plus très bien de quoi on parle, et c'est pour ça que j'en veux, et je suis assez acerbe quelquefois envers les théologiens, les intellectuels, qui font pas leur boulot. Il y a des notions clés dans la civilisation, dans toute civilisation ont des notions clés.
qu'il faut savoir définir clairement à l'aune de la vision générale et la philosophie générale qui les sous-tendent. Ce travail aujourd'hui n'est pas fait. Les notions de charia, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. La notion de sunni, de chiite, on ne sait pas de quoi il s'agit. Les notions de khilafa, on ne sait pas de quoi il s'agit. Et souvent on a une version un peu bâtarde, excusez-moi le mot, qui est un peu diffusée et qui se trouve un peu dans les livres, à droite à gauche, dans les livres polémiques et autres, et surtout dans une perception impérialiste à l'époque du Moyen-Âge. Donc, il s'agit de dépasser l'héritage musulman et d'aller à la source même. Le terme charia est un terme extrêmement riche qui est en lien avec l'idée du fait que les êtres humains ne peuvent pas être soumis à l'un d'entre eux, et qu'ils ne peuvent pas confondre ce qu'ils pensent à l'intérieur d'eux-mêmes et ce qui relève du principe universel. Et donc ils ont besoin d'une référence extérieure, qui est le divin, qui permet à un moment donné de les orienter vers la vérité. C'est ça que veut dire le terme charia. Donc le terme a été mis en place pour justement dire aux religieux et aux idolâtres en disant n'inventez pas des règles qui vous sortent de la tête en l'imposant sur le reste de l'humanité. À la base, c'était ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu le moyen qu'un dictateur a de couper la main à ses opposants. Donc, à un moment donné, les intellectuels se doivent de faire un travail en profondeur, non pas seulement juridique, mais philosophique. Et c'est ce sur quoi, aujourd'hui, des gens comme Maître Mathieu et d'autres personnes, incompétents qu'ils sont, traînent et surtout profitent. Parce qu'en réalité, même la communauté musulmane, celui qui dit la charia tel que je viens de le dire, c'est lui qui doit faire plus d'efforts que l'autre. Parce que c'est diffusé, c'est comme ça, la charia, c'est frappé. D'ailleurs, Macbati, tu es sa cible aussi, hein. Oui, mais moi, j'ai pas le temps pour l'écouter. Ouais. On en parle de lui, mais fort heureusement, Dieu merci, j'ai d'autres chats à fouetter. Mais je donne un exemple, par exemple. Le fait de couper des mains. Est-ce que l'islam, la charia dit ça? Quand on lit je suis en train de réapprendre par cœur la sourate Al-Maïda qui en parle. On se rend très vite compte, j'en ai parlé à des gens qui m'ont fusillé, symboliquement bien sûr. Oui, parce que c'est pas une invitation les gars, restez calme. Mais j'ai indiqué que c'est le Coran expliquait les règles qui étaient appliquées aux enfants d'Israël. Par exemple, et que la charia de Mohammed était venue abroger ces charia d'avant. La lapidation par exemple ne fait pas partie du Coran, on n'en parle pas. Donc il s'agit même pas de parler de moratoire. Il s'agit d'abord et avant tout de dire c'est pas islamique à la base ça. Bon, et ça c'est aux musulmans de faire ce travail-là, et en l'occurrence leurs théologiens. Yasser, t'as certainement une petite réaction à donner, dans un instant tu nous la donnes, évidemment. On va parler non pas de Fallujah qui est donc libéré, mais de Mossoul, évidemment, c'est là que ça se passe aujourd'hui, cette coalition donc qui est venue aider l'armée irakienne pour déloger les terroristes de Daesh. Juste un petit aparté concernant les propos d'Ali et des accusations concernant Monji. Il était intéressant quand même d'essayer d'avoir une certaine retenue et réserve concernant des propos tenus par des auditeurs. Monji ne fait absolument pas, il n'a jamais fait, et je le laisserai pas faire d'ailleurs, la promotion du califat. Il a effectivement une idée autre et une vision autre que celle d'Ali et de certains autres sur l'Irak et la Syrie. Donc que chacun se respecte, c'est dans le débat qu'on arrivera peut-être à s'entendre, à s'écouter et à se respecter. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Ousmane Timera, avec Yasser Louati qui sont avec nous évidemment sur France Maghreb 2. Messieurs, hop, on est en direct, on y retourne. Avec un auditeur là qui nous appelle depuis Marseille, je pense qu'il est toujours avec nous, j'espère. En tout cas, Mehdi, bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais donc vous saluer tous. Et je voudrais juste apporter mon petit témoignage là, parce que j'ai 36 ans en fait. Et j'ai connu l'Algérie avant le terrorisme et après le terrorisme. Et j'ai vu la dégringolade que c'était. Alors, je voudrais juste vraiment dire rapidement que dans les années 80, l'Algérie avait beaucoup de problèmes, mais en tout cas, il y avait quand même un certain, comment dire, une ambiance assez intéressante où il y avait un peu la joie de vivre et tout. Arrivé en 88, il y a eu ce qu'on aurait appelé une révolution arabe aujourd'hui. En 88, d'ailleurs en bas de chez moi, il y avait la confrontation de l'armée qui était en rang face aux manifestants. Enfin, c'était une ambiance très bizarre. On était très positifs avec ça au début, et on avait un soutien. Je me rappelle même ma mère qui pleurait au balcon en voyant se faire braquer par l'armée. Ensuite, entre 88 et 92, donc 92, il y a eu les élections, l'armée qui est sortie parmi
les élections parce que les islamistes l'avaient gagné. Entre 88 et 92, on a quand même vécu une période de montée de l'islamisme très forte, parce qu'en 88, ils avaient libéré la parole des partis politiques. Ils avaient créé plein de partis politiques, et les islamistes sont arrivés en force, avec beaucoup de pouvoir. Et moi, ce que je voulais parler, c'était de la terreur du quotidien. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'au quotidien, en fait, la réalité, c'était que moi, j'avais des, par exemple, je ne pouvais plus sortir dans la rue facilement. Sortir dans la rue, mettre un jean, c'était devenu la folie. Alors une jupe, je vous en parle même plus. Parce que dans les années 80, c'était quelque chose de monnaie courante. Il y avait de la culture, il y avait plein de choses. Et là, avec l'arrivée des islamistes, c'est même pas encore des terroristes, c'est que c'était au quotidien, c'est-à-dire votre voisin, votre quartier qui ont adhéré à l'idéologie islamiste, ils faisaient régner une terreur du quotidien. Moi, je me rappelle, il y avait des policiers qui se jetaient de l'acide sur le visage, sur les jambes, Enfin, c'était une ambiance vraiment nauséabonde. Et cette ambiance que j'appellerais donc l'ambiance acide, là, où tout le monde se méfie de tout le monde, elle arrive aussi dans ma famille. Moi, j'ai des cousins éloignés, mes tantes et tout. Ils étaient très islamistes. Et nous, de notre côté, pas du tout. On était très démocrates. Et ben voilà, ça a créé des conflits incroyables dans les familles. C'était quelque chose d'extraordinaire. Du jour au jour. C'est comme si on n'était plus des musulmans ou un truc comme ça, vous voyez. Ouais. Et ouais, Mehdi. Oui, je voulais juste finir sur ça. C'est que, du coup, il y a eu une ambiance très bizarre où les islamistes ont été très très forts au quotidien. Ils pesaient sur nous. Dites-vous même que moi, quand je jouais au foot dans la rue, certains m'ont reproché de mettre un short. Et ça, c'était les gens du quotidien qui vous croient. C'est-à-dire que la police islamiste, c'est même pas des groupes organisés. C'est des gens au quotidien, ils sont pervertis. Ils sont pervertis et passent la glace à la police sur vous. Et donc, c'est cette ambiance qui est dégueulasse qui a fait que maintenant l'Algérie, elle a encore ces résidus qui vivent à l'intérieur. Dernièrement, j'ai vu qu'il y a des plages à l'est d'Alger où il y a des jeunes qui ont pris l'initiative d'aller faire la police pour chasser les couples des plages qui flirtaient un peu ou qui se draguaient ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'est des choses très très bizarres. Et pour eux, ils étaient dans le juste. C'est-à-dire pour eux, c'était la religion qui demandait ça. Et même la religion ou pas, c'est-à-dire qu'ils se posaient même pas la question si toi, tu avais le choix d'adhérer ou pas. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est pas autrement. Et tout ça, quand vous faites le calcul, André, des décennies de frustration de certains jeunes, de certaines familles, et les frustrations sexuelles ont fait beaucoup de mal aussi à ces jeunes-là, qui sont devenus complètement délirants, dictatoriaux, au point où ils nous ont pourri la vie au quotidien. Le résultat, l'Algérie est un pays détruit aujourd'hui. Voilà. Merci Mehdi pour votre témoignage. Il est intéressant à plus d'un titre, messieurs. Je pense que d'avoir ce témoignage de ce jeune homme donc qui a vécu les événements avant et pendant et surtout après, bien sûr, cette période noire qu'a traversé l'Algérie dans les années 90 avec l'arrivée des islamistes au pouvoir. On va aller, si vous le voulez bien, messieurs, du côté du Pont Saint-Michel, où a débuté donc cette cérémonie commémorative pour le 17 octobre 61. Nous avons sur place Hakim Ral de la team du Grand Forum. Salut Hakim. Hakim. Oui, allô Christophe, bonjour. Bonjour Hakim. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis sur le Pont Saint-Michel actuellement, au milieu de la foule. Qu'est-ce qui se passe? Alors, décris-nous. Bonjour aux auditeurs, ça se remplit, il y a pas mal de monde. Il y a à peu près 200 personnes. Ouais. Voilà, donc drapeau algérien, gerbe de fleurs, voilà, toute génération confondue. Voilà, j'ai aperçu une personne intéressante. Allô? Oui, vas-y, on t'en prie, vas-y, décris-nous un petit peu ce qui se passe. Alors écoutez, sur le pont, les gens viennent de plus en plus. Un drapeau algérien qui flotte, des gerbes de fleurs, des drapeaux un peu partout. Voilà, donc ça se passe plutôt bien. Toute génération confondue, comme je disais. Et tiens, j'aperçois quelqu'un. Allô? Oui, on t'entend, Kim, vas-y. Oui, on peut donner la parole? Vas-y. Tiens, voilà, il y a du monde. Est-ce qu'il y a des... Monsieur Nekaz. Ah, Rachid Nekaz. Monsieur Nekaz, oui. Monsieur Nekaz. Attends, il y a du monde autour de lui. Ouais, forcément. Rachid Nekaz qu'on a écouté dans le zapping tout à l'heure. À la main. Voilà. Bon, bien sûr, il y a quelques compagnies de forces de l'ordre, c'est normal.
pour assurer la sécurité. Est-ce qu'il y a une secrétaire d'État ou la maire de Paris? Justement, non, je n'aperçois pas. Non, j'ai cherché partout. Je cherche partout des enfants. Ouais. Des enfants, plein de photographes. Bon. Eh ben très bien, merci beaucoup en tout cas Hakim, et tu nous raconteras lors de ta venue jeudi ce qui s'est réellement passé, donc profite bien de cette cérémonie commémorative et on aura l'occasion d'en reparler Hakim. D'accord, ah bah tiens, j'ai monsieur Nekas, ok on en reparlera, j'ai monsieur Nekas qui veut bien m'accorder quelques mots. Bah vas-y, passe-le nous alors. Oui. En tout cas, grande salutation en cette journée hommage du 17 octobre 61, tous ces Algériens qui se sont sacrifiés pour l'Algérie, il ne faut pas les oublier et surtout il ne faut pas laisser penser qu'ils sont morts pour rien. ما ماتوش في الهواء. هذو الشهداء c'est grâce à eux باللي عندنا الحرية اليوم في الجزائر وما راناش باغيين باللي هذه راهم يحكموا اليوم يوسخوا يعني السمعة تاعهم ونذكرهم بالخير ان شاء الله ويعطيهم الصحة والله يرحمهم كاع كل جميع. بارك الله فيكم. امين امين. de Radio France Maghreb 2. Bah écoutez, aujourd'hui c'est une journée très importante pour tous les Algériens et pour toutes celles et ceux qui aspirent à la liberté dans le monde entier. Il ne faut jamais oublier ces 1000 Algériens qui ont été tués, jetés ici, dans la Seine. On leur a rendu hommage à Cherbourg, dans la ville du ministre de l'Intérieur français ce matin, et nous voulons leur rendre hommage aujourd'hui et tous les jours pour ne pas oublier que la liberté, c'est un combat de chaque jour. يعني كل يوم لازم واحد يدافع على الحرية في بلاده وفي العالم إن شاء الله ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. Ouais, bah merci beaucoup Hakim. Bah voilà, vous avez un direct là. Merci. Il y a beaucoup de monde, de plus en plus de monde là. Super, merci beaucoup, à bientôt Hakim. Voilà, un direct en français et en algérien. Évidemment, ouais. Salut Hakim. Merci aux auditeurs, merci, à bientôt. Ciao. Alors Rachid Nekas qui nous sort ce chiffre de 1000 tués. Waouh. Moi, je suis pas historien, donc je peux pas parler. Ouais, non plus, mais bon, c'est un chiffre que j'ai jamais entendu, moi, quelque part. Yasser, peut-être t'es plus au fait que moi, mais... Non, jamais entendu, non, les chiffres. Voilà, déjà, les chiffres de quelques dizaines à 300, le plus élevé que j'ai vu, c'est voilà, 300. C'est 300. Wow, ouais. Écoutez, est-ce que là, on n'est pas aussi dans une surenchère quelque part, là? Mais moi, c'est le problème que j'ai avec ces commémorations de manière générale. Il faut commémorer, mais la commémoration est devenue un moyen politique. Pour dominer l'autre, pour imposer ses vues à l'autre. Notamment, c'est le moyen du plus faible pour culpabiliser le plus grand, en vue pour que celui-ci commence à avoir pitié de lui, ou en tout cas reconnaisse. Et donc du coup, on n'est plus... avant, on commémorait la bravoure, on commémorait le courage. Aujourd'hui, on commémore les victimes. Les victimes ont le droit d'être commémorées aussi. Mais j'ai peur que, en fait, je me méfie de l'utilisation idéologique. Voilà. Il faut commémorer. Ouais. Mais méfions-nous aussi des manières idéologiques d'essayer d'utiliser le souvenir de ces hommes et de ces femmes. À la une de l'actualité de ce lundi aussi, il y a eu Tikrit, il y a eu Ramadi, il y a eu Fallujah. 3 victoires contre Daesh, 3 grandes villes reconquises par l'armée irakienne et ses alliés, notamment la coalition internationale. Mais voilà la bataille décisive, comme le dit ses commandants. Mossoul, dans le nord du pays, offensive lancée depuis quelques heures maintenant. Parmi les questions qui se posent, évidemment, la ruée de centaines de milliers de civils qui se trouvent dans la ville de Mossoul et qui pourraient donc subir les conséquences de l'offensive. Et puis, on se demande aussi quel rôle joueront les différentes forces dans la balance contre Daesh, la Turquie notamment, ennemi revendiqué du groupe Daesh et qui déploie ses hommes depuis plusieurs semaines dans le nord de l'Irak, aux grandes dames donc des autorités locales. Bachar el-Kiki est le gouverneur de la province de justement où se trouve Mossoul. Je propose d'écouter ce qu'il dit à propos de la Turquie. Nous refusons toute intervention des forces en dehors de celle de la coordination internationale et toute participation à la bataille de Mossoul doit se faire en coordination avec l'armée irakienne. Je n'imagine pas une participation réelle des forces terrestres turques qui sont actuellement positionnées dans la région de Bashika. La présence militaire turque dans cette région n'est pas nouvelle et elle est le fruit des accords ou plutôt des ententes. Et maintenant, c'est un fait accompli. Cependant, je pense que les forces turques n'auront pas de rôle dans la libération de Mossoul.
Voilà pour ce qui est donc du gouverneur donc de la province de Ligny, donc où est situé Mossoul. Je précise à toutes fins utiles que la Turquie, preuve que la réconciliation soit bel et bien été scellée avec Israël, ils ont signé un contrat de gazoduc qui a été officialisé en fin de semaine dernière. Quel rôle joue la Turquie, Yasser Louati? Franchement, j'étais pas au courant de cet accord, donc je viens d'apprendre à l'instant. Encore une fois, on en parlait quand j'étais ici il y a quelques semaines, c'est que les intérêts des Turcs ne sont pas nécessairement alignés sur ceux du reste de la coalition. Donc c'est pour ça que la présence turque au nord de l'Irak pose la question du après, mais le après en même temps du après de l'intervention de la coalition internationale. Qui fera quoi et au nom de quoi? Là maintenant, on parle de réconciliation avec Israël. Bon, ok, soit de toute façon, il y a eu un revirement sur cette question-là. J'ai pas étudié la question, mais moi, ce qui m'inquiète fortement, c'est qu'est-ce qui va se passer après? Ouais. Donc là, apparemment, Daesh s'est préparé pour la bataille. Donc là, on parle d'avancée, on va dire, prudente. Chacun avance des chiffres, mais là pour l'instant c'est le brouillard total. On est là en train de commenter à des milliers de kilomètres, sauf que ceux encore une fois qui vont payer la facture, c'est les civils. On parle de dizaines de milliers qui ont déjà commencé à reprendre la route, mais on ne sait pas encore une fois quelle sera la facture en termes de morts civiles. Qu'est-ce qui va rester de Mossoul une fois que les forces seront passées. Alors, ce que veut absolument pas la Turquie, c'est que Mossoul soit repris ou aidé en ce qui concerne la reconquête par les Kurdes. Vous savez, les relations évidemment désastreuses et j'allais dire le climat qui existe. La Turquie combat ouvertement les Kurdes. Ousmane. Oui. Quel rôle joue la Turquie dans cette région et dans cette bataille? Au-delà de la Turquie, quelle est la solution politique? On n'entend pas de solution politique dans cette affaire. On entend que c'est la bataille décisive. Ok, d'accord. D'une part. Et d'autre part, on sait effectivement que la plupart des pays qui ont la main dans le pot de confiture dans cette affaire, chacun agit selon ses intérêts. Malheureusement, je pense. Parce que la Turquie, effectivement, s'engage clairement pour, au fond, éviter aux Kurdes d'avoir un État. Ce qui serait une catastrophe de son point de vue parce que elle pourrait y perdre une partie de son territoire. Il en va de même pour l'Iran, il en va de même pour l'Irak. Et la Syrie. Ça c'est un premier point. Et donc le rôle que joue la Turquie, c'est tout simplement qu'elle se dit il faut que je participe à cette guerre si je veux demain ne pas me faire entuber et spolier. C'est dommage de penser à très court terme. Mais c'est la logique de l'ensemble des différents partenaires qui sont présents. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, pardon. Et donc, au fond, maintenant, la question, c'est, et même le gouvernement irakien, quel est son rôle? Parce que faut pas oublier que c'est la politique d'ethnicisation sunnite, chiite, kurde et compagnie menée par les États-Unis d'abord et par leur sous-fifre Malkawi. Non, pas Malkawi, j'ai oublié le nom d'ailleurs, Maliki, de division de l'Irak en sunnite chiite, en faisant en sorte que lui, les chiites d'ailleurs, en faisant en sorte que les chiites aient le dessus sur les sunnites, qui a mis le feu aux poudres et qui a complètement divisé le pays. Donc, je repose la question, quelle solution politique? Comment on va régler politiquement par rétablir l'État, faire en sorte qu'il y ait une citoyenneté égalitaire et que, au fond, soit on maintient les frontières de Sykes-Picot, soit on va dans le sens du projet de Daesh, qui est d'aller au-delà de ces frontières-là et de redessiner les frontières. Et moi, je pense qu'on va redessiner les frontières, non pas dans quelque chose de beaucoup plus grand et plus vaste, mais dans quelque chose de beaucoup plus étriqué, beaucoup plus émietté. Alors, une réponse apportée par le président turc ce matin. Erdogan, le président turc, donc, le dit, son armée doit participer à l'offensive, le siège donc de Mossoul. Pour lui, c'est une nécessité. Donc, ça répond un petit peu à ta question finalement, Ousmane, que la Turquie souhaite participer parce qu'elle a des intérêts à défendre. Mais tout le monde joue avec les intérêts. Daesh n'existe que parce qu'on l'a laissé faire. Ouais. Ah, ça c'est sûr. On a laissé faire. Donc on l'a laissé faire, voire même on l'a alimenté. Bah et oui, ça les preuves sont là. Donc maintenant, à un moment donné, ils vont se faire dégager parce que de toute façon, ils auront fini le rôle qu'ils devaient jouer. Mais encore une fois, Daesh, c'est pas juste l'État, c'est une idéologie. Exactement. Comment on va régler le problème de l'idéologie et puis ils vont se faire sauter un peu partout.
Moi, je crains vraiment, s'il n'y a pas de solution politique, on n'en a pas encore fini. Ouais. Alors, on va parler aussi de ce qui s'est passé. Tu devais participer à un débat, Yasser, à l'université d'Evry concernant la violence policière. Il se trouve que ce débat, tu nous informes qu'il a été interdit. Est-ce que tu peux nous apporter des éléments sur ce qui devait se passer et ce pourquoi, d'après toi, il a été interdit? Alors, il y avait un événement qui était programmé aujourd'hui justement à la fac d'Evry sur les brutalités policières. En fait, entre guillemets, que fait la police? C'était en réaction à la répression des mouvements sociaux. C'était une conférence initiée par aussi bien les étudiants de l'université que certains professeurs qui justement voulaient avoir un espace de dialogue en cette période de répression et justement pour analyser la situation et donner des mécanismes de résistance au sens juridique du terme pour ceux qui manifestent et ceux qui sont contre cette militarisation de la police. Or, on a appris que le président de l'université lui-même s'était interposé et avait avait interdit de manière unilatérale l'événement, avait interdit tous les locaux parce qu'on devait aussi avoir une cantine populaire qui aurait servi d'espace d'échange entre moi-même et Mathieu Rigouste qui est sociologue et spécialiste de la police. Sauf que tout ça a été interdit, les amphis ont été interdits, les salles de cours ont été interdites. En fait, toute l'université a été interdite aux organisateurs. Je tiens quand même à saluer les organisateurs qui ont fait de leur mieux, mais je comprends aussi leur position avec le chantage qui est fait de manière permanente sur ces personnes qui sont précaires au sein même de l'institution universitaire et qui risquent gros s'ils se mettent en travers de leur hiérarchie. C'est pour ça que la résistance, ma rédaction et celle de Mathieu Rigouste s'est faite en dehors du cadre de l'organisation. Et ma petite idée, c'est que Evry, c'est quand même le fief de Manuel Valls. C'est pas rien. On sait très bien que le discours de Mathieu Rigouste et de moi-même n'est pas connu pour être un discours fait de compromission et de tourner autour du pot sur les brutalités policières. Que en plus, on sait très bien que en éduquant ces jeunes étudiants sur une problématique sociale, c'était aussi un signe de leur donner des signes, plutôt de rendre possible leur politisation et leur mobilisation sur différents combats pour la justice sociale. Et étant donné qu'on a une répression structurelle de tous les mouvements sociaux c'est pas nouveau. Certes, il y a l'état d'urgence, il y a les différentes lois qui ont été passées, mais la répression, elle remonte à plusieurs années. Donc voilà, au pays de Charlie. Un autre élément aussi que tu as peut-être oublié, Yasser. C'est peut-être par l'actualité récente de ce qui s'est passé à Viry-Châtillon et encore ce week-end à Mantes-la-Jolie, voulant parler de violence policière alors même que cette police a été attaquée à coups de cocktail Molotov, c'était un peu malvenu, peut-être, je sais pas. Non, mais là c'est justement faire l'amalgame, ça veut dire en fait les violences policières qui sont dénoncées par les organisateurs, en fait elles représentent toute l'institution policière. Bien sûr que c'est malheureux que des policiers se retrouvent caillassés, voire qu'ils se retrouvent tabassés et se retrouvent dans le coma. Mais il y a quand même un problème qui remonte à plusieurs décennies et on va pas nous faire le chantage affectif parce que des policiers se retrouvent à l'hôpital. On ne peut pas critiquer ce qui se fait depuis des dizaines d'années, aussi bien dans les quartiers populaires que vis-à-vis de manifestants, que cette construction de l'ennemi intérieur aujourd'hui illustrée par le citoyen de confession musulmane. L'un n'a rien à voir avec l'autre. Et là, c'est vraiment une position démagogique aussi bien du président de l'université que de ceux qui se servent de la douleur des familles des policiers pour interdire le débat. Justement, c'est parce qu'il n'y a plus de débat et plus d'espace de dialogue que les gens en arrivent à prendre des cailloux au lieu de prendre des stylos. Que t'inspirent les explications de Yasser Louati et Ousmane? Moi, j'ai souscrit tout à fait. Je trouve que c'est dommage que tu l'avais coupé. Je vais finir sa phrase. Que dans le pays de Charlie, qu'on en interdit cette fameuse liberté d'expression que l'on porte haut et fort quand il s'agit de la diriger contre certains. Et que l'on met sous le paillasson quand ça sert à un certain nombre d'intérêts. Les Charlies ne sont-ils pas devenus des Charlots maintenant? Ils l'ont toujours été. Les Charlies, c'est qui? Les Charlies, ceux qui se sont proclamés Charlies. Oui, bon, je crois que dès le départ c'était Charlot, tout ça. Ouais. Oui, c'est. Moi, je pense que le triptyque liberté, égalité, fraternité a été remplacé par libéralisme, laïcité ou laïcide et charlisme. On a une subversion des valeurs. Et donc du coup qui sont utilisés idéologiquement. Maintenant, pour revenir à la question du débat,
je pense que il faudrait essayer de trouver un autre lieu. Justement, on a fait une demande. Pour pouvoir débattre. Vous pouvez pas nous dire? En fait, là, pour l'instant, on peut pas le dire. On cherche une salle dans Paris, donc l'appel est lancé. Si vous avez une salle, on peut intervenir pour tenir cet événement. Contactez-moi sur Twitter ou Facebook, envoyez un message à Christophe qui me l'enverra en retour. Mais est-ce qu'on peut éventuellement, pourquoi pas, non seulement y participer, j'allais dire, même pourquoi pas monter un grand forum là-dessus, parce que la violence policière est un réel sujet dont il faut parler, parce qu'on n'en parle plus, on n'en parle pas dans les médias aujourd'hui. À chaque fois qu'il se passe un événement, comme tu le disais tout à l'heure, on essaie de prendre les gens en otage ou en faisant du chantage. Parce que il s'est passé ci ou ça, on n'a pas le droit de parler de sujets. Et c'est quand même consternant aujourd'hui que dans ce pays, on en soit en 2016 à parler encore de violences policières qui existent encore, faisant référence notamment à ces dernières semaines, l'affaire Adama Traoré, dont personne ne veut parler. On ne sait même plus d'ailleurs ce qui se passe dans cette affaire. Un rappeur du nom de Black M a voulu mettre un t-shirt justice pour Adama. Il a été censuré. Le clip a été censuré par la chaîne W9. Aujourd'hui, les médias s'autocensurent de peur des réactions des politiques, de la police, qui ont les pleins pouvoirs de temps en temps dans ce pays, pour pas de temps en temps, même assez régulièrement, et pour ne pas stigmatiser une quelconque corporation de police. Mais il faut admettre qu'aujourd'hui, quand vous êtes arrêté par des CRS, si vous avez une tête noire ou basanée, on vous tutoie, on vous parle très mal, on vous prend tout de suite comme un éventuel criminel, et on vous considère comme tel, ce qui ne serait pas le cas si, par exemple, moi, Christophe, me faisais arrêter par les CRS. On aurait un peu plus de politesse à mon égard, et ça, c'est absolument scandaleux, anormal dans le pays des droits de l'homme. Voilà, donc ça serait intéressant peut-être de monter quelque chose autour de ça, mon cher ami Yasser. Pourquoi pas utiliser la radio, le média, France Maghreb 2, le grand forum en l'occurrence. Avec grand plaisir. Et si vous trouvez pas de salle, vous faites ça à l'arrache, dehors. Oh, moi je suis capable de prendre dehors, on fait ça tranquille. Et tu vois, on peut s'installer avec nos studios, avec nos studios sur la place de la République à Paris. Qu'est-ce qui nous interdit? En tout cas, si vous trouvez pas de salle, faut pas lâcher ce morceau, parce que c'est inadmissible ça. Voilà. Écoutez, aux auditeurs, le pari est pris, d'accord. Donc on va y travailler. Je pense que vraiment, c'est que plus on restreint, on s'amusera à restreindre les espaces d'expression, plus on va arriver à des soubresauts de violence qui seront en fait qui vont perpétuer l'engrenage en fait, action répression. On voit bien que la police applique des méthodes qui sont complètement inacceptables. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ouais. Mais le fait que tu parles de Black M, par exemple, ou que tu parles de Adama Traoré, on voit bien que, tout à l'heure tu parlais de la déclaration des droits de l'homme, etc. Ça pose la question, quand cette déclaration a été écrite, est-ce que c'est l'homme blanc? Voilà, c'était l'homme blanc. Voilà, donc on peut pas non plus venir prêcher un certain nombre de valeurs et appliquer tout son contraire. Et malheureusement, plus on restreindra les espaces de liberté, malheureusement on en arrivera à ce qu'on voit aujourd'hui. Dans un instant. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec très vite, on va passer maintenant au coup de cœur sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, le coup de cœur. Alors, on a commencé tout à l'heure par l'ami Yasser, on va commencer donc par notre ami Ousmane Timéra, le coup de cœur. Alors le coup de cœur que j'avais prévu vient de me lâcher de par mon ordinateur. Donc vous y aurez droit la prochaine fois. La prochaine fois, c'était sur les problématiques de la rue et de la délinquance, et j'avais écrit un poème là-dessus, mais ça vient de me lâcher. Et donc le coup de cœur que j'avais en tête, c'était un livre qu'on m'a offert qui s'appelle Anna et Mr. God, et c'est un livre magnifique qui a été écrit par un auteur qui s'appelait tout simplement Finn, F-Y-2-N, et qui parle de la relation qu'une enfant de 5 ans se met à avoir avec Dieu à travers les questionnements qu'elle se pose et les nouveaux mots qu'elle invente à travers les 1001 choses qu'elle découvre à travers la nature autour d'elle. Et ce qui est intéressant, c'est que cette fille est bouleversante par rapport aux questions et à la sagesse qui se dégage derrière ces questions extrêmement simples.
Et donc vraiment, je conseille tout un chacun à lire ce livre. On me l'a offert quand je démissionnais de mon poste il y a 2 semaines, de par une collègue, Marie-Louise, que je salue. Et vraiment, j'ai dévoré ce livre. Il est magnifique. Je conseille vraiment à tout un chacun de lire. La lecture, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Mon cher ami Yasser, est-ce que tu as un coup de cœur? Le coup de cœur, c'est justement pour la mobilisation, pour se réaccaparer sa propre histoire et de surcroît donc son identité. Ouais. Donc c'est vraiment une salutation pour ceux qui tous les ans se mobilisent non seulement pour le 17 octobre 61, mais qui remettent à l'ordre du jour les commémorations pour les luttes dites de l'immigration des populations issues des anciennes colonies. Donc forcément, quand on voit qu'il y a 25-30 ans, on ne parlait plus du massacre d'octobre 61, on voit qu'aujourd'hui maintenant, c'est vrai, et tu avais raison de le souligner Ousmane, qu'il faut encourager la lumière, et lorsque certaines personnes se mobilisent, c'est vraiment un message d'encouragement pour ces première mobilisation, mais c'est aussi surtout pour envoyer un signal à tous ceux qui travaillent sur la mémoire. N'oubliez pas que le travail de mémoire que vous faites, c'est l'identité que vous permettez d'émerger. Pendant trop longtemps, les personnes descendant des anciennes colonies ont été empêchées non seulement de prendre la parole, mais aussi de s'accaparer leur récit et justement de pouvoir dire « je suis donc j'existe ». Tu vois ce que je veux dire? Donc là maintenant, salutations à ceux qui sont en ce moment sur le pont Saint-Michel, mais c'est aussi à tous ces historiens engagés qui souvent font un travail qui est ingrat de recherche, ils sont très peu rétribués. En tout cas, les générations suivantes sauront vous remercier. Très bien, là, entendu pour les coups de cœur, on va passer très vite, messieurs, au j'aime ou j'aime pas, c'est parti. Alors, il va falloir pas non plus s'éterniser, puisque le temps on passe très très vite. Il y a des infos à vous donner, vous dites si vous aimez pas, ou alors vous pouvez dire je m'en fous. L'Arabie Saoudite reconnaît une bavure qui a coûté quand même la vie à 150 personnes, ça s'est passé au Yémen. Franchement, je vais être très diplomate. C'est pas une bavure quand on bombarde 4 fois le même enterrement. C'est pas une bavure quand on tue des centaines de civils grâce à des bombes françaises. Ousmane? Écoutez, là il n'y a pas de lumière à saluer. On reconnaît une petite erreur pour justifier les plus grosses. Donc l'Arabie Saoudite joue un rôle trouble dans cette région avec l'ensemble d'ailleurs des différents pays aux alentours et contrevient aux valeurs de l'islam qu'elle dit défendre, parce qu'après tout au Yémen, ceux qu'on bombarde, ce sont des musulmans aussi. Juste pour ajouter une chose, il faut quand même remarquer le silence assourdissant sur le massacre qui se déroule au Yémen. Ouais, absolument, absolument. Maroc, le roi Mohamed VI a prononcé un discours et il veut lui réformer l'administration et procéder à un grand toilettage en vue. Donc, j'aime pas ou... Ça dépend pourquoi faire, mais ouais. C'est bien de faire un nettoyage, mais c'est quoi le but? C'est quoi toilettage? Voilà. Allez, information people, messieurs. Les 35 heures de Cyril Hanouna à la télévision ont été regardées par 14 millions de téléspectateurs. 14 millions. Les pauvres. Consternant. Sondage. Alain Juppé aurait 12 points d'avance, selon le dernier sondage sorti donc ce matin, par rapport à son rival Nicolas Sarkozy. J'aime pas ou je m'en fous? Je m'en fous. Franchement, on est en 73 ans, ça fait 30 ans qu'il est en politique et voilà ce qu'on va nous servir encore une fois. Donc, Philippe Devilliers, qui sort un livre lui aussi, suggère, écoutez bien, aux musulmans de quitter le territoire, même s'ils sont français d'ailleurs. Bon, on le suggère de la fermer. Moi je pense que c'est à lui de quitter la France puisqu'il ne l'aime pas telle qu'elle est. Et puis grève à ITélé, pourquoi? Eh bien parce que la venue de Jean-Marc Morandini qui est mise en cause dans une affaire mise en examen en l'occurrence dans une affaire liée à des mineurs lors d'un casting, ça se rapporte par rapport à des délits sexuels vis-à-vis des mineurs. Les journalistes se sont mis spontanément en grève ce matin, puisque c'est ce soir là, à l'heure actuelle où je vous parle, qui commence normalement son émission. 85% la rédaction d'ITélé s'est mis en grève. J'aime pas ou je m'en fous? Mais ça fait, ils ont quand même pas fait grève quand Zemmour était sur leur plateau pendant des années pour diffuser son poison, donc ouais. Moi j'ai envie de dire je m'en fous, mais en même temps, on connaît pas les faits en fait. Donc tant que preuve incontestable n'est donnée, cette personne est encore innocente. Merci messieurs, Yasser Louati, à très vite, Ousmane Tibera, pareil. Merci à tous. Et rendez-vous à très bientôt messieurs, 18h04, tout de suite le rappel de l'actualité sur France Maghreb 2.